Hello tout le monde, Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reçois en interview aujourd'hui une figure du panafricanisme moderne. C'est une personnalité aussi populaire que controversée. Il est très célèbre pour son activisme anticolonialiste. Si vous n'avez pas encore deviné, je vous montre tout de suite. Bonjour Kémy Séba. Bonjour ma chère sœur. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes très célèbre et vous êtes très populaire auprès de la jeunesse africaine. Mais je vais quand même vous laisser vous présenter et dire comment vous vous définissez. Vous avez dit aussi que j'étais controversé. Et je l'ai bien entendu. Ouais. Et il est toujours important de se demander d'où vient cette appellation, ce surnom de personnalité controversée. Ça vient bien souvent des gens qui sont les ennemis de la souveraineté africaine, qui sont les ennemis de l'autodétermination de nos populations, qui sont les ennemis d'une véritable indépendance et d'une véritable prise de conscience de la nouvelle génération. Et donc être considéré comme controversé par les ennemis de notre autodétermination, j'ai tendance à prendre ça comme un compliment. Comment je me présente? Je n'aime pas trop parler de moi, mais Kémy Séba, président de l'ONG Urgence Panafricaniste, auteur de 4 ouvrages, chef d'entreprise et journaliste politique, chroniqueur politique et producteur à Vox Africa. Donc activiste, président de l'ONG Urgence Panafricaine. Panafricaniste. Vous êtes aussi écrivain, panafricaniste. Oui, tout à fait. C'est ça. Vous êtes aussi écrivain. Votre dernier bouquin, L'Afrique libre ou la mort. Tout à fait. Voilà. Dites-moi, qu'est-ce qui a déclenché en vous le besoin de lutter contre le colonialisme? Tout simplement le fait de constater qu'aux 4 coins du monde, nos populations étaient traitées comme des entités non humaines, des entités infra-humaines et des citoyens de seconde zone. Et lorsque l'on analyse en profondeur les choses, on se rend compte que ça a énormément trait à la réalité de la problématique coloniale. Et parce que j'estime qu'il est important pour nos populations de pouvoir se réapproprier leur propre destin, il était important de déconstruire, un petit peu dans l'état d'esprit du philosophe Jacques Derrida, d'établir ce processus de déconstruction d'un système qui nous a assujettis pendant trop longtemps et qui essaye de déterminer nos destinées aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis levé, ça a commencé très tôt. Je suis né dans la diaspora en Occident, j'ai vu comment les Noirs étaient traités en Europe et en Occident de manière générale, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. J'ai par la suite approfondi les choses, je me suis rendu compte que sur la terre-mère, notre peuple était encore plus maltraité. Et en voyant la manière dont notre population était traitée sur le continent, je me suis rendu compte que c'était une problématique non pas liée uniquement à la diaspora, c'était une problématique globale. Il était important d'en tenir compte et d'essayer d'apporter des réponses qui permettent à notre population de relever le défi de la réappropriation de sa destinée. Relever le défi, mais plusieurs médias vous accusent d'inciter à la haine raciale. Quels médias? Les médias occidentaux ou les médias africains? Les médias occidentaux, mais quelques médias africains également. Quelques médias africains, non, quelques journalistes africains qui bien souvent travaillent pour des médias occidentaux. Des médias occidentaux, vous trouvez? Oui, la plupart. Si vous me trouvez un journaliste qui travaille pour un journal africain qui m'a attaqué sur des questions d'incitation à la haine raciale, ça m'intéresse. Les 3 quarts du temps, non. Parce qu'il y a quand même un état d'esprit des plus libre et vivace au sein de la presse africaine, même si parfois il arrive à certaines presses de reprendre les dépêches émanant des masses médias occidentaux, c'est une réalité. Maintenant, ces médias qui me trouvent comme étant une entité qui incite à la haine raciale, en fait, le monde normal, le monde normé, on va l'appeler ainsi, le monde que l'on devrait tous accepter, c'est le monde où l'homme noir et la femme noire sont au banc de la société et passent leur temps à être dans une dynamique de mendicité. Tant qu'on est dans ce monde-là, qu'on ne remet rien en question, qu'on ne remet pas le système en place en cause, tout va bien. C'est le statu quo. La place du noir, c'est de mendier alors qu'il est assis sur les terres les plus riches de la planète. Mais dès que quelqu'un veut secouer le cocotier, estime que ce n'est pas normal que de vivre dans des pays où nos sols sont riches, de manière générale j'entends, d'accord, sur le continent africain, mais que ces richesses profitent à tous les autres peuples, à l'exception de notre peuple, là il commence à être un suprémaciste, quelqu'un qui appelle à la haine raciale, etc. Il y a des gens qui ont l'arrogance de dire qu'ils sont le peuple élu, d'autres qui ont l'arrogance de dire qu'ils ont les droits d'avoir toutes les ressources. Non, ça c'est normal. Mais moi, jeune leader panafricaniste, le fait que je dise
que je suis contre le néocolonialisme et contre l'inégalité de traitement sur le terrain social de nos populations, ça passe comme étant un semeur de troubles. Ça ne me dérange pas. Mais votre combat n'est-il pas un peu séparatiste? S'il était séparatiste, je pense qu'on n'aurait pas autant de gens qui nous suivent, en Afrique, mais aussi en Occident. Et je connais très peu de politiciens africains qui peuvent se targuer d'être autant, j'aime pas le terme populaire parce que je fais pas de la chanson, mais autant suivis aussi bien par la jeunesse africaine que par une grande partie de prolétaires occidentaux. Donc moi je souris toujours des appellations, c'est quelque chose qui marchait à l'époque où il n'y avait pas les nouveaux médias. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui sont les premiers médias de la planète, tout le monde voit qui donne l'heure aujourd'hui sur le terrain politique, et j'ai tendance à croire que là où des présidents dépensent des sommes astronomiques pour avoir un semblant de présence sur ces réseaux sociaux, nous on n'a jamais dépensé un centime pour que les nôtres puissent être dans une dynamique de nous suivre. Donc je pense vraiment que ceux qui sont le plus à plaindre, ce n'est pas nous. Séparatiste, je ne sais pas ce qu'on appelle séparatiste, dire que nous voulons que les Africains prennent en charge leur propre destinée, arrêtent de mendier une place à l'extérieur, mais construisent leur propre monde. Si ça c'est séparatiste, il n'y a pas de problème. Encore une fois, je fais partie de cette génération d'hommes et de femmes noirs qui n'a que faire des appellations qu'on lui donne. Moi, je crée mon propre sillage. Je n'ai pas attendu qu'on me donne la parole, je l'ai arraché. Je me suis créé mon propre espace et il est temps que l'Afrique se crée son propre espace aussi. Je le crois profondément. D'accord, mais en créant cet espace-là, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes un peu provocateur sur les bords? C'est quoi la provocation, madame? C'est qu'on est en 2021 et le franc CFA est encore en application. Ça, c'est une provocation. La provocation, c'est qu'une brillante journaliste comme vous gagne 10 fois, 1000 fois moins que des journalistes qui ne font pas forcément meilleur travail que vous en Occident. La provocation, c'est que le salaire moyen dans nos pays, ça soit environ de 100 €, voire 150 € pour les mieux lotis, pendant que dans d'autres pays, c'est 1000 €. La provocation, c'est qu'on est encore au XXIe siècle et beaucoup n'ont pas d'eau potable. La provocation, c'est que le Niger, qui alimente en électricité la France, soit un des pays les plus pauvres et les plus privés d'électricité. La provocation, c'est que le Congo, qui est le grenier du monde en termes de minerais, soit un pays dévasté, déchiré par des guerres fomentées par des entités exogènes. C'est pas Kémy Séba le provocateur, c'est l'impérialisme qui nous provoque, et il est temps qu'on cesse de répéter ce que les médias occidentaux ne cessent de dire sur les défenseurs de leur liberté. Kémy Séba, vous êtes interdit d'entrer dans plusieurs pays européens, certains pays européens, mais également dans certains pays européen. La Suisse. Tout à fait. Ça. Mais également dans certains pays africains, au Togo par exemple. Pourquoi? Alors c'est en train de changer, je vais revenir sur le Togo, le meilleur pour la fin, entre guillemets. J'ai été interdit de rentrer en Guinée parce que j'étais venu faire une manifestation contre la corruption. Et Alpha Condé, qui est le champion de la corruption avec d'autres, mais il se bat pour le titre de champion, ne voyait pas ça d'un bon oeil, donc il m'a fait interdire d'entrer. Mais comme la justice de Dieu est supérieure à la justice des hommes, on dit toujours que Dieu est le Dieu de l'impossible. Aujourd'hui, Alpha Condé est tombé et ce président qui l'a remplacé m'a reçu avec les honneurs. Le Mali, j'ai été interdit de rentrer par IBK qui disait que j'étais une menace pour l'ordre public parce qu'il y a beaucoup de jeunes maliens qui m'écoutent et qui suivent le combat politique que nous menons. Aujourd'hui, IBK est tombé, je suis reçu par les autorités avec les honneurs. Au Togo, je devais venir pour une manifestation contre la corruption. Et la même raison a été présentée, risque de menace grave pour l'ordre public, eu égard au fait qu'il y a beaucoup de jeunes Togolais, comme un peu partout en Afrique francophone ou dans les Caraïbes, qui suivent le message qui est le nôtre. Très bien. Et j'ose penser que ce qui s'est passé pour d'autres dirigeants se passera tôt ou tard dans les pays où je suis interdit. Sénégal, Côte d'Ivoire, ce sont les seuls qui restent. Hein. Sénégal, Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, on m'a interdit récemment, mais quelque chose me dit que Roch Marc Kaboré ne va pas durer longtemps. C'est le prix à payer d'un combat pour la souveraineté. Quand vous vous battez contre ceux qui sont les défenseurs de la corruption, il faut en accepter les règles et les coups reçus parfois. Alors, depuis que vous avez commencé ce combat, est-ce qu'il y a de réelles avancées? Je pense que les avancées sont présentes et prégnantes et constatées un peu partout. Jamais, il suffit d'écouter ce que disent les autorités françaises, jamais la présence française n'a été autant contestée en Afrique, entre guillemets francophone, depuis la période des indépendances. Ce n'est pas comme pisser dans... Si c'était le cas, on n'aurait pas M. Le Drian qui s'inquiète profondément de la montée de la contestation anti-française. Et ce n'est pas de l'anti-France, comme ils le font croire, c'est une contestation de l'élite française. Moi, j'ai rien contre les prolétaires français. Je suis moi-même né en France et je suis très à l'aise avec ça. Je suis d'une génération afro-diasporique
dont certains ont décidé de rentrer sur le continent, parce que c'est mon espace naturel. Et comme un lionceau est toujours plus à l'aise entouré des lions, plutôt qu'entouré des hyènes, ben c'est la démarche qui était la mienne. Maintenant, en dehors de ça, la question du franc CFA, jusqu'à preuve du contraire, on a été ceux qui l'ont remis sur la place publique au début du XXIe siècle, pas à travers un post sur les réseaux caché dans notre sécurité. Sur le terrain, en allant en prison pour nos idées, en risquant nos libertés individuelles. Et aujourd'hui, le franc CFA, pour la première fois de l'histoire, est arrivé à un stade critique où les autorités françaises se sont senties obligées de faire un changement cosmétique avec la question de la monnaie éco transfigurée par Macron, qui veut essayer de supplanter la monnaie CEDEAO, puisque la monnaie que Macron veut transformer avec Ouattara, c'est une monnaie à taux de change fixe arrimée à l'euro, qui est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales, donc on n'est pas d'accord. Là où la CEDEAO, qui a été le relais de nos mobilisations et de nos revendications, veut une monnaie éco à taux de change flexible arrimée à un panier à devises. Donc le temps institutionnel dans lequel on est, c'est parce qu'on a réussi à faire des manifestations partout, et l'histoire est en train de nous donner raison. La question sur l'éco, on y revient. Très bien. Il y a une question. Quelle est la nature de votre soutien? Parce que votre combat est quand même d'une grande envergure. Quel soutien est-ce que vous avez? Quand vous dites soutien, c'est-à-dire? Est-ce que vous êtes soutenu par des ONG, par des politiciens? On est soutenu par aucune ONG. On est nous-mêmes une ONG, Urgence Panafricanisme, mais maintenant on a été soutenu par que ce soit des opérateurs économiques africains, très clairement, qui croient profondément au combat que je mène. On a été soutenu, on l'est jusqu'à aujourd'hui, de temps à autre, par des sportifs de haut niveau, qui croient profondément au combat que je mène et que nous menons avec l'ONG, qui est une équipe très courageuse, c'est important de le dire. On a été soutenu à un certain moment, c'est même pas un secret, par des États qui sont opposés à l'hégémonie occidentale. Donc on a été soutenu par Cuba, on l'est jusqu'à aujourd'hui plus ou moins dans le scie. C'est pas forcément une nation qui a énormément de moyens, mais elle sait soutenir quand elle le peut en fonction de ses possibilités. À l'époque du président Mahmoud Ahmadinejad, on a eu un soutien plus ou moins logistique, c'était pas financier, mais ça pouvait être par exemple dans le fait de payer des billets pour nous soutenir ou pour des actions sociales nous soutenir. Ça n'a jamais été de l'argent au sens propre du terme, mais ça a été que eux-mêmes puissent gérer un certain nombre de choses pour nous. On a été soutenu, on l'est encore aujourd'hui, par un certain nombre d'opérateurs économiques. Et enfin, on a été soutenu par les Russes qui sont venus vers nous, au départ en toute simplicité, qui ont vu l'impact que l'on a en Afrique francophone et qui ont dit on a un adversaire commun, on vous soutient. Et nous, la condition qui était posée dès le départ, c'était tant que vous ne nous imposez pas votre agenda et que vous nous soutenez sans nous dire ce qu'on a à faire, il n'y a aucune raison qu'on ne s'entende pas. Ça a duré 8 à 10 mois. Et au bout du 10e mois, quand ils ont pour la première fois songé à nous dire ce qu'ils souhaitaient qu'on fasse, on leur a dit mais on a dit qu'on est des partenaires, on n'est pas vos employés. Et donc le partenariat s'est arrêté. Alors, en France, vous êtes considéré comme un terroriste. En Afrique, vous êtes suivi par la jeunesse et dans le collimateur de certains dirigeants. Est-ce que vous ne vous sentez pas en danger, vous ou votre famille? Le danger, il est perpétuel. Le danger, à partir du moment où vous décidez de dédier votre vie à un objectif politique précis, qui est celui d'indépendance de vos populations, vous vous heurtez à tous ceux qui sont contents de la situation actuelle dans laquelle vous vivez, qui n'est pas une situation d'indépendance. Donc le danger, il est perpétuel. J'ai 40 ans, je suis très conscient que j'ai 40 ans depuis peu, je suis très conscient que la prison, je l'ai connue à plusieurs reprises, les gardes à vue de manière innombrable, les déportations de manière illimitée. Je suis très conscient que je mourrai, a priori, même si je le souhaite, parce que je veux voir mes enfants grandir, mais je suis conscient que je ne mourrai pas a priori à 90 ans. J'espère pouvoir mourir le plus vieux possible, mais ça c'est Dieu qui donne. Mais les indices qui me sont donnés par la nature me donnent l'impression que la vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Ça ne veut pas dire que je mourrai forcément jeune, hein, mais il faut être conscient des risques. Ça vous dirait qu'on continue cet échange en marchant? Il n'y a pas de problème. C'est parti.